Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous accueillir encore ce soir pour une dernière fois pour le meet-up de Programmer. J'en ai raté un là, sur la série, mais j'ai passé des très bons moments et je suis sûr que ça va être sympa aussi ce soir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Meritis, on est une société de conseil implantée à Paris, en région, depuis peu aussi au Portugal. On a ouvert ce matin, ou hier matin, Lille. Hier matin, Lille. Et on continue comme ça à faire plein de bonnes vies. Et moins sympa déjà. Plein de belles choses. On est à peu près 900 collaborateurs et on espère arriver très prochainement aux alentours de 1000. On a un chiffre d'affaires aux alentours de 100 millions d'euros. Et on est spécialisé dans tout ce qui est IT, que ce soit du développement, de la MOA, du DevOps, de l'infra, et on a aussi une partie assez forte métier sur la finance de marché. N'hésitez pas à discuter avec moi aussi après, et à toi François. Ok, merci. Bienvenue à tout le monde. Donc, c'est le 43e meet-up de Programmer, et comme dit Gaëtan, c'est le dernier meet-up qu'on jouera ici pour ce semestre-là. Donc merci effectivement à Meritis et à toutes les équipes pour leur accueil, pour la captation et pour les pizzas tout à l'heure. Alors l'agenda, comme d'hab, d'ailleurs j'ai laissé le meet-up d'avant. Donc l'agenda est très simple, vous me supportez encore quelques secondes, ensuite je laisse Christophe parler. Donc c'est la saison 2, c'est la suite de Markdown. Voilà, donc on va voir qu'est-ce que tu vas nous raconter par rapport à la première session. Et puis ensuite on montera pour discuter là-haut. Les derniers numéros de Programmer, donc le spécial gaming qui est sorti ce week-end, le week-end dernier, et le numéro normal, le 263, qui est sorti il y a 2 semaines maintenant, avec pas mal de bonnes choses à se mettre sous la dent. Voilà. Ensuite sur Technosaur, le dernier numéro de Technosaur il est sorti il y a 2-3 semaines avec un gros dossier autour des origines de la Silicon Valley. Alors là c'est pas les origines des années 70 mais c'est bien les vraies origines, donc on remonte aux années 20, donc en 1920. Voilà. Et pour vous expliquer comment en fait la Silicon Valley est née et pourquoi la Silicon Valley s'appelle la Silicon Valley. Voilà. Qui n'a aucun rapport avec le software à la base. Voilà. Les événements, alors malheureusement je ne peux pas encore vous dire où nous serons au 2e semestre. Donc les meet-up à partir d'octobre, de tout début octobre. J'ai pas réussi à avoir la confirmation. Donc en théorie c'est dans les locaux de Capgemini, mais c'est pas encore certain. Donc de toute façon vous serez mis au courant, que ce soit sur meetup.com et sur Programmer, bien évidemment. La prochaine DevCon, ce sera l'école, ce sera l'ESGI, donc à côté de Nation, le 14 novembre. Et ce sera notre édition 2024 de la conférence sécurité qualité du code, comme chaque année. Voilà, donc et ça s'annonce plutôt pas mal avec de bonnes sessions qui commencent à se mettre en place. Donc l'agenda sera sans doute connu vers début septembre, voilà, et les inscriptions seront ouvertes avant la mi-juillet. Voilà. Et les premières infos seront déjà sur programmer.com, bien évidemment, et très vite sur meetup.com aussi. Voilà. Juste une dernière info, le numéro 264, donc le numéro d'été, sortira dans le 12 juillet. Donc on a un dossier Green IT éco-conception, un dossier paiement aussi, donc si vous ne connaissez pas l'ensemble de la plateforme PayPal, c'est très intéressant, c'est pas que le bouton jaune en fait, PayPal c'est beaucoup plus de choses et on peut aller très loin dans le détail. Si vous ne connaissez pas non plus la plateforme qui s'appelle Shopify, c'est l'occasion aussi d'explorer un petit peu les entrailles de Shopify et c'est super intéressant. Et dans le Green IT, donc là c'est vraiment, on va parler un petit peu de retour d'expérience et de bonnes pratiques aussi à ce
niveau-là. La suite du dossier gaming aussi, avec 2 très gros articles sur comment on crée un jeu de A à Z avec Pfizer. Donc c'est un moteur de jeu en fait. Et faire du rétro gaming, du vrai rétro gaming pour la Mega Drive de Sega et comment en fait on développe des jeux pour la Mega Drive à partir des outils modernes. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal et c'est plutôt même très amusant comme sujet. Donc voilà, donc ça ce sera pour le 12 juillet, mais les numéros donc spécial gaming et 263 sont bien évidemment toujours disponibles, kiosque, abonnement et PDF comme d'habitude. Voilà, donc notez déjà le 14 novembre et les meet-up, vous serez mis au courant dès qu'on en saura plus. Voilà. Bonjour à tous et bonjour à toutes, et puis bonjour à ceux qui nous regarderont en replay, qui n'ont pas pu se déplacer. On va parler de Mardon avancé. Donc c'est la deuxième partie du Mardon dans la programmation, qui s'est fait il y a déjà quelques mois. Et j'ai déjà une première question. Qui a déjà fait le premier meet-up, la première partie ? D'accord. Oui, puis il y a moi aussi. Je suis aussi dedans. Mais bon, je vous rassure pour ceux qui arrivent la première fois, qui n'ont pas pu venir sur la première édition, on fera quand même un petit rappel, et puis vous allez voir, vous allez pouvoir rattraper le fil rapidement. Mais pour ceux qui n'ont pas pu venir, et il faut que je relaie ça dans les commentaires, il y a les slides, il y a les démos en live, et il y a aussi le replay vidéo. Et il est un petit peu limite parce qu'on a eu en fait un problème de captation, et en fait on ne sait pas pourquoi, mais en fait la config a sauté. Donc on voit les slides mais pas trop sous. Voilà. Ouais. Mais normalement, vers l'automne, il possiblement un dossier. Oui. Voilà. On verra bien. Si, je confirme que il y a plusieurs articles. Donc aujourd'hui, vous allez avoir un morceau de tout ce que l'on peut faire, mais j'en garde aussi sur le coude, donc je ne pourrais pas tout vous montrer. Alors je sais que vous allez être un peu frustrés, mais c'est couvert, enfin il y a pas mal de choses. Et donc, lors de l'édition de février, on avait vu un peu le Mardon, comment construire une page statique, et aussi comment faire une version, on va dire, un peu plus dynamique. C'est-à-dire qu'à partir avoir du contenu, puis des champs, des variables, pour pouvoir construire des pages. Mais bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christophe Villeneuve, je suis consultant open source pour Eviden, et je suis principalement dresseur d'animaux. Je suis venu avec quelques-uns qui, bien entendu, peuvent être adoptés si vous en avez envie d'agrandir la famille chez vous. Ils sont propres et sages. Mais aujourd'hui, on est plus sur... donc on va revoir un peu les bases, les fonctionnalités, la présentation un peu statique du Mardon. Donc je vous rassure, même que ça fait quelques mois, ou ceux qui n'ont pas pu faire la précédente édition, on va revoir un peu 2-3 petites choses. Et après, on va avoir un peu de transition entre deux supports. Et puis on va l'animer, ce qui va être beaucoup plus rigolo. Et l'animation, on peut faire même beaucoup plus avancé en niveau animation, puisqu'on peut faire du jeu aussi avec. Mais le jeu, il faudra acheter le magazine. Ah oui, il faut vous mettre l'eau à la bouche. Donc on va essayer de voir un peu plus la présentation statique. C'est-à-dire que le Mardon, c'est un fichier à plat. Alors le Mardon, quand j'en parle, on me dit qu'est-ce que c'est? Et quand je dis c'est le fichier README de GitHub, GitLab, Framagit, ils me font ah oui, donc je sais écrire du Mardon. Oui. Par contre, souvent, le frein c'est on peut aller plus loin que faire une doc ou une explication du code, ou lorsqu'on va sur un repo, quel qu'il soit, d'avoir une jolie présentation, ça c'est bien, mais on peut faire beaucoup plus de choses. Et moi je sais que j'incite beaucoup mes collègues, fichier à plat, et pas besoin d'avoir de gros outils, il faut juste un éditeur de texte, donc type bloc-notes. Avec ça on peut faire déjà du Mardon.
Ça, c'est déjà très simple, très allégé. Et puis, ça permet de pouvoir faire du versionning et puis de l'évolution. Après, j'ai des collègues qui me disent, ouais, c'est trop moderne, il faudrait plutôt faire du latex. La tech. Oui, la tech. Mais après... Vim, c'est mieux. Non, on ne peut pas faire la même chose. Donc, à partir du Markdown, on le compile. Et après, on peut sortir différents formats. Le gros intérêt, c'est qu'avec ça, on peut compiler, faire du langage à plat pour sortir un PDF, pour sortir un document ODT, Word, par exemple, ou du HTML tout simplement. Lorsque je parle de compilation, à partir du langage plat, eh ben, il faut pouvoir déjà l'installer. Alors là, moi, je suis sur du Debian. Et donc, on installe, alors c'est disponible sur tous les OS, aussi bien Ubuntu, CentOS, Alma Linux, Rocky, et puis Windows et la marque à la pomme aussi. On installe le multilangue et puis après, on peut choisir le format que l'on souhaite lorsqu'on compile. La compilation, à partir du fichier à plat, après je vous montrerai, j'ai une démo. Hein. C'est-à-dire que on a une ligne de commande. Donc moi, je suis très friand de Pandoc. Il existe d'autres packages, d'autres paquets qui permettent de pouvoir compiler différemment. Beamer est un système de template, donc on va voir un peu comment on peut l'habiller, faire du style. Ensuite, on peut rajouter une langue. Le fichier main.md, j'aurais pu mettre rimi.md tout simplement. Je le compile, là ça va être du PDF. Et puis avec deux niveaux un niveau cascade. Puis après, je peux aussi ajuster sur la qualité. La qualité au niveau DPI. Lorsqu'on imprime, si on veut de l'image bas niveau, ou on peut l'avoir au niveau haute définition. Donc je vais vous montrer de suite une petite démo. Alors, on a dit que c'était le numéro 4. Hop. Une petite console aussi. Alors, le fichier main.md, alors je vais vous le grossir, hein, je vous rassure. Voilà. On va l'ouvrir avec un éditeur de texte qui se trouve ici. C'est bon, vous voyez, ça c'est gros ou... D'accord. Comment? Donc, il y a une partie balise, déclaration. Logiquement, juste une seule suffit. Moi, j'ai tout mis pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, on déclare le format du fichier, title, l'auteur, information. Donc, on est bien sûr le meetup programmé, hein, au cas où vous ne le savez pas. Le 2 juillet, c'est aujourd'hui. Et les différents thèmes. Donc, c'est un thème qui s'appuie sur thème de présentation qui permet d'avoir des supports, des visuels. Et ensuite, après, là, ça va plus vous parler. Un dièse, deux dièses, des points, j'ai mis une image, trois dièses pour un petit message. D'ailleurs, je vois que j'ai une faute. Hop, après, donc, en gros, comme du Markdown classique, un dièse, ce qui permet d'avoir l'équivalent d'un H1, deux dièses, équivalent au H2. 3, H3, etc. Avec là des petits points. Donc quand je compile, bien entendu, hop, pour que ça soit en direct, pour pas dire... alors, hop, j'installe ça de suite. Voilà. On a dit que c'était la démo 4. Je vous le grossis. Et je dois avoir... Donc j'ai un fichier
de compilation qui me compile. Donc à partir du fichier à plat, j'obtiens un PDF et mon PDF qui se trouve ici. Donc là, je me retrouve avec la présentation de ce que j'ai écrit. Je vais vous montrer juste après que quand je modifie et que je recompile, ça refonctionne. Donc c'est-à-dire que là, on peut faire affichage, mode présentation, et là, on se retrouve avec du support comme si c'était un PowerPoint ou une Impress ou un autre logiciel. Donc là, j'ai mes petits points, j'ai un logo, j'ai la marque, le meetup pour bien signaler que je suis bien chez Programmé, un petit message avec différents niveaux, un tableau. Et puis je peux aussi, si je veux, customiser en mettant différentes tailles d'images. Alors là, je vois que j'ai fait une petite erreur, 2 images. C'est pas terrible, donc je vais vous montrer que quand j'enlève, donc ici, voilà, et puis on va mettre bravo, c'est du direct, hein, et je relance ma compilation. Alors la compilation, c'est la ligne de commande que je vous ai montrée, hein. Il est en train de compiler, donc là on a le curseur qui est là, voilà, il a terminé. Je retourne directement sur mon PDF que je n'ai pas quitté. Oui, je n'ai pas quitté, et il a déjà mis à jour directement mon support. Donc j'ai un OS qui, lorsqu'il détecte qu'il y a une mise à jour d'un fichier, il rafraîchit si le fichier est ouvert. Donc ça c'est sous Linux, donc on ne se pose pas la question, ça fonctionne d'office. C'est une IA? Non. Non, il n'y a pas de choses cachées dans l'ordinateur. Ce n'est pas le but. Donc ça c'est le principe. Après, bien entendu, on va pas revenir sur la façon de modification à travers un IDE avec le mode preview, etc. Le but c'est surtout qu'on puisse avancer parce que j'ai encore beaucoup de contenu à parler et bien entendu l'heure tourne. Alors bien sûr, on va revenir sur l'écran précédent, mais si on fait une erreur, et souvent ça arrive, on va trop rapidement, eh bien on obtient ce genre de message un peu barbare. Donc là ici il nous dit que c'est le message de il y a quelques heures, comme quoi il y a un problème dans ma notion de couleur. Et oui, parce qu'une couleur c'est en hexadécimal, et donc j'ai que 5 caractères. En vérité je devrais en avoir 6. Parce que vous savez, rouge, vert, bleu, donc ça fait 6 caractères. Et là j'en ai mis que 5, j'étais un peu trop vite. Donc il m'a signalé comme quoi j'ai pas bien codé. C'est pour ça que lorsque le template que je vous ai montré, là, cet habillage de couleurs, etc., on peut le customiser. C'est-à-dire que on va... Je vais juste refaire une sauvegarde. Dedans, comment je l'ai structuré? Bon, ces deux-là, ils ne sont pas utiles. J'ai mon fichier main, que quand je l'édite, comme tout à l'heure, on a pu voir la structure du README classique. Mais au début, lorsque je parlais de sortie, déclaration Beamer présentation, le thème Beamer, que c'est un thème custom que j'ai habillé à ma façon, et avec une structure, eh bien je l'ai, le Beamer il est là. C'est-à-dire que j'ai un fichier
point style, qui, oui, c'est le style, et que quand je l'édite, j'ai le squelette de ma présentation, ce qui permet d'avoir un modèle générique à plat. Donc ici, je déclare que j'ai 3 couleurs. On va faire du direct. On va lui dire, voilà, un beau rouge. Donc je ne sais pas laquelle couleur que j'ai changé. Enfin si, moi je le sais, mais vous allez découvrir. Et puis on va mettre là aussi un petit vert bien flashy, et puis non, rouge, vert, bleu. Et puis on va faire aussi, oui, tant qu'on y est. Voilà, donc on a du rouge, du vert, du bleu, les 3 couleurs primaires. Là on va laisser quand même le logo programmé, c'est quand même important pour l'événement. Derrière, je déclare les différentes entêtes, les différents liens possibles, et ensuite je construis la structure de la page. C'est-à-dire que lorsqu'on a une page, on a une en-tête, donc le header. Donc là, le header il est vide. Ensuite, après, j'ai le body, comme en web, donc j'ai le contenu classique. Donc je déclare que le begin, le titre il va être centré, que s'il y a une déclaration, donc le niveau du dessous, le niveau 2, il va y avoir un décalage avec une bordure, avec le type de police, de caractère, etc. Et en bas, il y avait une petite image, un bandeau, avec le nom, et donc je l'ai customisé en rajoutant différentes couleurs, différents pas, différents réglages. Donc vous aurez accès au code, hein, je vous rassure, ce qui vous permet de pouvoir avoir aussi une police de caractère dédiée, différente par rapport au reste de la page. Plus petite parce que c'est pas le but d'avoir le bas de page qui prend les 3 quarts de l'écran. L'ensemble de tout ça, eh ben, comme je sais que j'ai différents niveaux, donc là j'ai défini 4 niveaux, parce qu'en dessous, après, ça correspond au H4, donc c'est rare d'aller beaucoup plus loin dans une présentation. Eh bien, je lui dis qu'on associe différentes couleurs, hein, comme on veut. Et puis ensuite, je lui déclare le set, donc tout ça, les 7 colors pour la palette principale, pour la partie du texte, le titre, qu'est-ce que je veux, l'item. Et puis ensuite, ligne de commande pour appliquer mon style sur la page. Je sauvegarde. Et logiquement, si j'ai pas fait de bêtises, il faut juste que je remette la main sur ma console, et bien je relance ma ligne de commande pour lui dire compile-moi ça en PDF. On en patiente quelques instants, voilà, c'est fait. Et ah, c'est du live. Je vais quand même pas faire du joli couleur. C'est pour vous montrer que ça marche. Est-ce que tu peux, là tu le fais en PDF, est-ce que tu peux faire ça en HTML? Oui, ou alors en format docx. Oui. Donc là, on va faire. Allez. Bon, je suis très friand, j'utilise pas VI, enfin si je pourrais utiliser. D'ailleurs, alors. Le fichier de compilation, il doit toujours s'appeler compile.sh. Non, c'est parce que pour moi c'est plus facile, je mets tout en compile. Mais en gros, c'est pour éviter de taper la ligne de commande. Parce que après tu peux faire un start, un run ou un build de ce que tu veux. Il n'y a pas de. Moi je le nomme .sh, enfin je compile, parce que ça m'arrange, j'en mets partout des compiles. Ce qui permet de fusionner l'ensemble de toute l'opération. Alors, donc là. Changer le point PDF en point docx, voilà. Oui. Moi, je oui. Bon, ouais, mais docx, j'aime pas trop. Désolé, je suis. Et ça devrait passer. Point doc, on va plus. Hein? J'aurais pu dire point doc, mais bon. Ouais, non, mais je relance la compilation. Et je sais plus ce que j'avais. Si c'était un. Et donc, je devrais avoir mon petit fichier ODT qui s'est ouvert.
Bon, j'ai fait une petite erreur parce que logiquement on devrait avoir le... Ah non, je sais. Comme c'est un mode présentation, et là je le convertis en format texte, donc doc, la conversion ne marche pas. Si j'aurais fait un thème format doc directement à un vrai PDF, et non en mode présentation, il passait et on aurait eu le rendu directement en ODT. Donc c'est mon style qui est pas bon, que je n'ai pas sous la main. Mais... C'est le format ODT, alors non, quel que soit le format, disons, c'est que si tu ne respectes pas les normes ou les pratiques, et vous allez voir ça après, lorsque je vais être un peu plus sur la partie animation, eh bien vous allez avoir un dysfonctionnement parce que le style n'est pas calibré avec le document final. Mais... un message d'erreur, parce que là, il va y avoir un message d'erreur. Non, non, il va détecter si le style est bancal, si on ne respecte pas les bonnes balises, si on n'ouvre pas comme il faut. Mais si on se rend compte qu'il y a un autre problème, il va nous le dire. Là, le but, c'est qu'il sauvegarde, il exporte dans un autre format. Mais lui, il n'est pas là pour vérifier si le résultat est identique, puisqu'il ne connaît pas. On parle à la machine n'est pas capable de nous identifier sur quelle est notre intention pour adapter son code. Alors, on va... c'est vrai que le PM, ça marche très bien. Et donc, on va parler maintenant de transition. Comme vous le savez, il y a l'effet de transition. C'est lorsqu'on a une image A et qu'on veut arriver à une image B. Donc le petit effet qui fait waouh ou qui fait patienter le temps d'arriver à quelque chose. Donc le Markdown, comme vous le savez, c'est un langage à plat et donc le PDF, à part quand je l'ai mis en plein écran et puis que j'ai animé slide par slide, il n'y avait pas de transition, c'était du brut de brut. Donc on le sait, il n'y a pas d'effet du genre le titre, puis ensuite après tout le reste. Donc là, parce qu'on ne peut pas. Par contre, on peut rajouter des briques. Et là, les briques sont beaucoup plus légères et beaucoup plus ouvertes à la possibilité d'améliorer ce langage Markdown. C'est-à-dire qu'il y a une librairie qui s'appelle R Markdown. Ça s'appuie sur le langage R, qui est prévu pour améliorer le rendu du Markdown. C'est un peu différent du Markdown classique qu'on vient de voir, puisque là, le Markdown, le R Markdown, on peut directement exécuter du code ou avoir des rendus supplémentaires. Un rendu supplémentaire, un graphe, des tableaux avec des colonnes ou des habillages, des cartes, des champs dynamiques directement contrôlés par le système. Et là, tout ça, ce sont des choses qui sont plus évolutives par rapport au format classique que l'on a du Markdown, puisque le Markdown, comme vous le savez, si on ne le prévoit pas dans le style, certains habillages ou certaines présentations, du genre avoir un histogramme, c'est compliqué. Sauf si on prend une image et puis qu'on insère une image. Mais là, on s'éloigne du but premier de la présentation. Par exemple, on peut faire ce genre de tableau. Ce tableau qui permet d'avoir directement un rendu beaucoup plus intéressant et avoir des lignes. Tout à l'heure, je vous ai montré rapidement, et je vais vous le remontrer, mon fameux tableau. Un tableau. Là, bon d'accord, c'est en italique, mais changer la couleur, c'est beaucoup plus compliqué par rapport au mode que vous avez à l'écran. Mais on peut aussi directement afficher un histogramme. Donc là, ici, il y a une première barre, et à l'extrémité, il y a une deuxième barre. C'était rendu parce que j'ai une balise StatBin qui me permet de pouvoir rajouter des informations supplémentaires. Donc là, on arrive sur du code, on va dire, on va améliorer le Markdown de base avec différentes informations. On peut lui aussi imposer une taille d'image ou afficher un encadré vraiment dynamique et même mieux. On peut faire ce genre d'opération facilement, c'est-à-dire que là ici c'est une représentation avec un pourcentage qui permet de pouvoir calibrer dynamiquement. Et même mieux,
Je vous montre ça juste après en niveau exemple. C'est pas ça. On peut associer une base de données. Au hasard, au hasard. Oui, donc on peut associer une base de données type MariaDB, SQLite ou d'autres bases de données. Enfin, je connais que celle qui est à l'écran. C'est-à-dire que Moi j'aime bien le nom. il s'appuie MariaDB sur le driver R MySQL. Donc il existe d'autres drivers, hein, R quelque chose. Donc je vous laisserai chercher. Avec le plugin R Mardon, ce qui nous permet de pouvoir communiquer. Le Mardon peut communiquer directement avec une base de données. C'est-à-dire que quand on veut lire une... Alors c'est un peu barbare, hein, je le reconnais, mais ça a le mérite de fonctionner. Parce que comme c'est un langage à plat, évolutif, eh bien on lui définit une librairie TD-verse. Bon là c'est une table où il y a véhicule. Bon c'est en anglais, mais où que d'ailleurs on va se connecter pour ensuite nous retourner un résultat. Ça équivaut au select. Je vais vous montrer la fonction select juste après. Et pour afficher le résultat, il faut tout ça. C'est-à-dire que on lui dit qu'on a besoin du résultat obtenu de la requête précédente. Il nous compte le nombre de lignes. Il construit le résultat pour ensuite nous retourner la structure obtenue. Bon, c'est un coup à prendre, c'est un autre langage, mais c'est possible. Lorsqu'on veut insérer une donnée, ben on se connecte à la base de données et puis on fait la même chose. Donc j'ai mis la ligne de commande équivalent en SQL, ce qui peut plus vous parler, du genre pour afficher un select, donc tout à l'heure le rendu qui était un peu barbare techniquement au niveau visuel, mais on peut faire le select avec le mec, compter le nombre de lignes retournées, et puis ensuite après je fais select le nom de ma table, je groupe tout cela parce que j'ai un compte, et puis je lui demande d'ordonner, et puis j'obtiens un résultat. Et ensuite, bien sûr, comme toute bonne pratique, lorsqu'on s'est connecté à la base de données, ben, en bas de page, on se déconnecte. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des soucis en niveau code et en niveau rapidité et en niveau gestion d'une table, enfin des tables. Pour cela, alors je dois l'avoir quelque part. J'ai pas cliqué sur le bon. Donc c'était ça tout à l'heure que je faisais, le temps que vous patientiez. Donc pour installer le langage R, le Mardon, donc il n'est pas disponible dans toutes les plateformes. On l'a dans le logiciel VS Code. Bon, moi je l'ai dans un autre, mais pas ici, parce qu'il prend un peu trop de ressources, mais on obtient le même résultat. Alors, comme j'ai pas... Ah, il marche aussi sur Windows, hein. Ça marche sur Windows, mais là je suis sur un environnement Linux. Non mais j'ai bien compris, mais tu dis que ça marche pas sur toutes les plateformes. Non, tous les IDE, pardon. Ah, tous les IDE. Donc du genre Atom IDE et Pulsar IDE. Le driver, j'ai pas réussi à le trouver, mais il manque le module R, parce que R est lié avec RStudio. Et donc le format, s'il n'est pas déployé, c'est beaucoup plus compliqué d'être compatible. Mais par contre, il est compatible avec le Mardon. Il est aussi on peut le prendre aussi sur Mac. Le RStudio est compatible Mac. Je l'ai vu dans la liste. Ça marche sur Mac. Oui, donc oui, tu peux l'installer sur ton ordinateur, un marque à la pomme. Oui, c'est pas une bonne pratique. Si c'est du VS Code, tu installes les plugins. Les plugins et puis c'est tout. Donc après, ça fonctionne pas. C'est ça. Parce que le R Mardon, là, c'est, on va dire, une évolution. Mais c'est pas moi qui développe le R Mardon, c'est pas trop mon truc. Ce qui est mon truc, c'est le niveau d'après, ce que je vais vous montrer juste après, et que c'est beaucoup plus fun. Et là, il n'y a pas besoin d'IDE ou de complexité ou de pilote. Est-ce qu'il y a une autre alternative face à VS Code?
Est-ce qu'il y a une autre alternative face à VS Code? Il y a un truc, je crois que ça s'appelle Billy. Il y a Eclipse, NetBeans, il y a beaucoup de logiciels qui permettent de proposer beaucoup de formats. Et donc, j'ai pris celui qui était le plus rapide à charger C'est Microsoft. Il marche aussi. pour directement avoir le rendu. Donc, alors, on va en trouver rapidement un bout de démo. Alors, hop. Bon, on va miser que ça va fonctionner, hein, mais je suis pas sûr du résultat parce que j'ai pas le temps de on va dire c'est l'effet live. Alors. Il faut changer l'extension, c'est RMD alors. Ben c'est du, oui, c'est R Markdown, donc C'est plus point D quoi. oui, c'est donc le format est différent, donc le protocole est différent. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir le R au niveau plugin pour être compatible le R Markdown. Sinon, ça serait MD tout court ou Markdown en entier. Mais le R Markdown, ça veut dire qu'il faut installer le plugin, la dépendance supplémentaire pour avoir la compatibilité. Sinon, ça ne marchera pas. Mais il y a moyen de contourner, que je vous montrerai après. Donc le format reste identique. Là, on a une fonction directement qui nous permet de valider. Donc il fait un include, on ne télécharge pas de fichier. On peut aussi définir différents blocs. Et bien entendu, alors que je puisse avoir comme ça un logiciel, on va pouvoir faire par là. Format document. Ah. Bon, je pense que la démo va être bancale pour celle-ci. Je vous propose de continuer. Attendez, je vais passer au cas où. Bon, j'aurais pas dû l'installer. Ce n'est pas grave. Mais le principe, il est là. Je vous remettrai tout ça en code. Là, ce qu'on va voir sur la dernière partie, oui, la présentation animée. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on pouvait rajouter des choses, une transition, que c'est possible. On a vu qu'on pouvait se connecter, mais ça reste toujours figé. C'est pas vraiment le 100% comme on peut avoir dans une présentation dynamique. On va installer, enfin pas on va installer, j'utilise Reveal.js. Donc c'est un framework de présentation HTML dédié présentation. Ça équivaut au logiciel Flash. Non, PowerPoint, Impress ou d'autres logiciels qui permettent de construire directement des slides pour avoir des présentations. Keynote. C'est un peu Et Keynote, donc ça fait 3 logiciels, comme ça je ne suis pas soumis. Mais pour avoir ce rendu, avec tout le tonne des effets et différentes choses, souvent c'est un peu lourd, c'est un peu compliqué. Moi je suis codeur, mais par contre on peut directement le faire en code, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et là vous aurez beaucoup plus l'article prochainement. Oui. Donc on peut rajouter des éléments de séquence. Pour l'installer, ce framework, il y a Reveal.js. Donc comme je suis sous Linux, ben, c'est du NPM, mais vous l'avez disponible. Non, il vous faut juste Node.js. Donc ça fonctionne sur tous les OS. Vous installez Node.js, npm install Reveal.js, et ensuite l'apparence. C'est-à-dire que l'apparence rajoute des effets supplémentaires. Et il faut les deux. Parce que sinon on reste un peu limité, un peu frustré sur les transitions, sur les différentes choses. Désolé. Je vais vous le montrer en démo.
Non, non, c'est pas du... Alors, donc, on a vu... Alors... On va prendre celle-ci, avec l'effet d'apparence. Et après, je vais vous expliquer. Alors... Donc j'ai tout plein de fichiers, comme vous le voyez, c'est-à-dire que en NPM, donc c'est Node.js, c'est-à-dire JavaScript. Un paquet, c'est le même principe que du React ou d'autres frameworks, mais on a le dossier source avec une structure de dossier bien définie, les plugins, Node module, parce que j'ai plus bas, j'ai l'ensemble des dépendances, donc tout ce qui est package. Donc on se retrouve vraiment dans un univers JavaScript. Et puis ensuite démo, ben c'est là que quand on va le lancer, ça va s'exécuter. Je me greffe directement sur... Donc j'ai vu que c'était ma démo 62. Voilà. Je vais lui dire, alors là je suis plus sûr, non, comme c'est du NPM, donc je vais faire, donc j'ai fait le NPM install, le NPM update et tout le truc. Je vais juste lui dire, parce que comme j'ai pas installé le serveur par défaut de base sur la machine et mon ordinateur, donc je fais le NPM start, c'est-à-dire qu'il va directement recompiler l'ensemble des différentes briques. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, il détecte qu'il y a déjà une version démo, donc il l'enlève, il récupère, il installe les fontes, c'est important, la feuille de style, le fichier Markdown, hop, il a été trop vite, l'ensemble de tous les plugins qu'il a besoin d'être embarqués pour avoir une page web classique, faire vraiment du Impress ou PowerPoint. Je lance mon serveur, la démo, j'accède, donc je sais qu'il me donne les IP localhost 3000 ou je peux faire un IP externe. Et puis mon serveur, donc le dossier démo est lancé. C'est externe, mais c'est 192, 168 là. 192, 168, 167, mais bon, je vous rassure, hein, vous ne pourrez pas attaquer sur ma machine. Ah, ça va pas à l'extérieur, ça, parce que... Non, mais lorsqu'on lance ce framework, il propose une adresse par défaut. On peut lui fixer une adresse IP ou un nom de domaine, puisque le but c'est d'avoir une sorte de présentation en ligne. Lorsqu'on a effectué tout ça, on va aller voir après en détail comment on peut modifier tout cela. J'ai juste, parce que je m'en suis rendu compte, c'est que mon ordinateur, il n'est pas à 100%. Donc j'ai une petite correction à effectuer. Non, hop. Voilà, j'ai exécuté ma correction. Et je peux lancer. Donc là on se retrouve comme une structure normale hein, d'un site web. Je vais vous le grossir. Hop, c'est un peu trop gros. Voilà, fichier index. J'ai un fichier Markdown à côté. On ira voir ce que c'est. Les plugins, la version compilée, les assets. Et on rentre dans les détails juste après. On peut traduire comment un asset ensemble? Oui, c'est un ensemble. Asset ensemble, c'est ce que tu as dans tout lorsque tu fais du dev avec des frameworks. C'est tout ce qui tourne. Oui, toutes les librairies, toutes les pages de dépendance, les fichiers dynamiques de ton côté. Et donc je clique dessus. Ah. Donc il y a une petite phase de précalcul. Bah oui, c'est ce qui est normal. Sinon, donc, comme vous le voyez, il y a des effets. C'est beaucoup plus sympathique. Il y a la possibilité. Hop, pourquoi utiliser le Markdown? Je vais vous montrer juste après, avec différents effets, comme si c'était vraiment un PowerPoint ou un Impress ou d'autres logiciels. Voilà, on peut l'habiller.
Il y a une navigation en 2D, genre on peut aller vers le bas, vers la... C'est ça. Donc après la partie du genre, je me suis tâté à vous montrer le Starfield, mais sur l'écran comme ça, j'ai eu peur que ça c'était pas très terrible. Donc le Starfield, champ d'étoiles avec profondeur, ça sera une meilleure représentation sur un article. Le logo sur ça, où en fait un développeur s'est amusé à coder comme ce que tu montres là, en pure JS, en fait, un outil de présentation. Et en fait, on peut que c'est pure JS, et on a dit comme ça, et c'est vraiment pareil. Et c'est vraiment hyper sympa. Le logo, c'est le header. Tu fais une pub de Microsoft. Là, le GitHub, j'avais pas fait attention au paquet, mais c'est lors de la démo, mais je te rassure que je vais le faire enlever pour... Enfin, je vais l'enlever pour... Du header. Ouais. Donc là, comme vous voyez, ici, il y a anime, il y a changement, il y a des effets un peu partout que vous pourrez... C'est des CSS3, tout ça. Oui, c'est du CSS3. Mais bon, donc là, OK, tout ça c'est du JavaScript. Ça refait comme si j'aurais pu mettre directement, donc c'est F11, plein écran, et puis là, c'est une vraie présentation avec différents effets, différentes choses. Le plus intéressant, c'est le modifier, sans recompiler. Et là, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que ici, dans mon dossier démo, je retrouve... alors, je vais juste supprimer pour éviter... Voilà. Donc, dans mon asset, je retrouve bien mon CSS, ma police de caractère, donc c'est du TTF. J'ai bien mes images, que vous avez pu voir. Bon, après le paquet distribution, les plugins, mais là les deux, ce sont ces deux-là, Index et le Markdown. Tout à l'heure, dans le Memer, rappelez-vous, on a une feuille de style et on faisait la feuille de style et puis après il fallait recompiler. Donc c'était un peu lourd. Ça va très bien pour du PDF. Là, le index HTML, comme il est structuré d'une certaine manière, c'est lui qui sert de template, qui va après appeler ses différentes dépendances. Nous, on est développeur sur du Markdown. Et là, on a notre fichier Markdown. C'est-à-dire que, je vais l'ouvrir avec un fichier texte, et je retrouve le Markdown classique, le README que vous connaissez sur les repos. C'est-à-dire que je me retrouve avec un dièse apparence, avec différentes informations, les images de début, utiliser le Markdown, et je pense que je ne suis pas sur le bon fichier parce que j'ai pas dû cliquer sur le bon. Et là on voyait qu'on peut insérer des balises HTML directement, on ne pourrait pas simplement faire un site complet depuis le Markdown et puis exporter vers le HTML. Alors là, je vais reposer la question. Autant faire ce que j'ai montré, un site en HTML. Le seul problème, c'est que lorsqu'on fait un site en HTML, il faut pouvoir calibrer la hauteur de la page pour faire les transitions comme si c'était une présentation. Alors que là, le framework, il est déjà customisé pour faire, lorsqu'on a une pleine page, comme si c'était un écran défini, largeur, hauteur, et on n'a pas besoin de scroller comme un PDF, comme une page HTML classique, et ce qui peut être beaucoup plus, on va dire, compliqué à gérer les multi-résolutions d'écran que l'on peut avoir. Là, surtout en plus branché, on peut avoir différentes configurations. Et je me rappelle que j'ai un de mes collègues qui compilait tout avec Pandoc, et souvent c'était bon, c'est quelle résolution qu'on va sortir. Ok, d'accord. Et pour avoir la bonne résolution, le bon calibrage, parce qu'il y avait... Au HTML, ça veut dire qu'on peut directement mettre le CSS injecté dans le HTML, on peut mettre du JavaScript injecté dans le MD, on peut tout mettre dans le MD. On peut même faire mieux que ça. C'est-à-dire que là, ici, on peut mettre, au lieu de mettre, hop, on va mettre programmer. Alors, j'espère être juste dans le bon.
Ouais, si, c'est bon. Et donc, là, je tape mon texte et quand je rafraîchis au début, alors bien entendu, je ne suis pas sur la bonne page. Ben là, j'ai mon programmé. Alors tout à l'heure, il y avait le welcome. Et for release, parce que je ne suis pas sur le... Ouais, j'ai dû faire autre chose en live. Mais si je veux lui dire, je réédite mon fichier Markdown. Et puis au lieu de mettre poussé par... Donc là, ici, on va dire que nous sommes le 2 juillet 2024. Je sauvegarde. Je reviens sur ma page. Et j'ai juste modifié le fichier de Markdown. Le gros intérêt d'avoir ça, c'est que le template, il est structuré, il est propre. On modifie le fichier Markdown parce que c'est lui qui est dynamique, il faut faire rapidement les présentations et les différentes choses. On sauvegarde et comme le template est déjà tout structuré avec les animations, eh bien vous pouvez directement l'incorporer et le jouer avec juste un F5 du clavier pour rafraîchir la page. On peut mettre la date aussi du jour? Oui. Si, on peut mettre... on peut mettre, oui, au format date, on peut mettre différentes choses. Donc l'ensemble de toutes les balises variables, le R Markdown, donc le Reveal.js est une évolution du R Markdown qui englobe l'ensemble des variables par rapport à du Markdown classique que l'on connaît. Parce que le Markdown classique ne permet pas de gérer des variables. Mais le R Markdown, grâce à son plugin, permet de le faire. Et cette couche Reveal, le framework dédié, permet d'avoir un ensemble de briques, de variables et de fonctionnalités supplémentaires. Oui, en fait, bon, Reveal.js, en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est modifier le fichier Markdown. C'est-à-dire qu'en fait, on ne touche pas au fichier HTML ou... Non, après, si on touche au fichier HTML, on est obligé, on va voir le fichier HTML directement dedans. Le fichier HTML, c'est ça, parce que dans mon fichier source, si je veux après recompiler, ici, je me retrouve avec mes fichiers de base. Alors bien sûr, quand je relancerai la compilation, il va m'écraser mes fichiers, mais là, c'est plus pour vous montrer que quand c'est compilé, qu'on a le serveur qui est en place, le start, c'est très facile après de faire du déploiement du fichier à plat. Et là, ici, si j'édite directement le fichier index, donc le fichier index.html, là c'est donc ça s'appelle index.pug parce que c'est le fichier, au lieu que ça soit un style, donc sty qui était Beamer, là ce format Reveal utilise ce format là, donc l'extension PUG, et là on se retrouve avec les différentes déclarations. On crée le masque, le template. Donc après vous créez, et on peut même, j'ai même vu mieux que ça, quand vous avez créé avec un logiciel Impress, PowerPoint, vous pouvez exporter. Donc il existe des outils qui permettent d'exporter ces formats-là en Markdown. Et après, il faut juste l'adapter pour pouvoir habiller. Et après, vous pouvez faire la même façon que je viens de vous montrer. L'ensemble de tout cela, j'appelle mes scripts. Là, bon, j'ai l'ensemble de toutes mes déclarations. Donc ça, c'est comme ce sont que des fichiers qui sont externes, j'ai un plugin qui gère l'ensemble de toutes mes dépendances. Mais si je m'occupe du fichier Markdown, je peux inclure du HTML, je peux inclure des effets, des animations que là on n'aura pas le temps de voir, mais l'ensemble de tout cela, du texte, comme si c'était du fichier à plat. Après vous pouvez le versionner, oui. Toutes les pages de la présentation sont sur un seul fichier Markdown, ou est-ce qu'on peut les découper et ensuite, entre guillemets, les importer pour avoir quelque chose d'un peu plus modulaire? Donc est-ce que l'on peut, au lieu d'avoir un seul fichier, avoir des multi-fichiers? Donc il est possible de faire des includes, des appels de fichiers à côté,
pour avoir un déroulé. Pour avoir plusieurs fichiers séparés. Mais souvent, lorsqu'on fait une présentation, il faut mieux avoir tout en un seul fichier. Parce qu'après, il nous manque toujours un fichier, il y a quelque chose qui est mal copié ou un souci divers et variés qui peut provoquer une cassure dans une présentation. Donc il est préférable de tout embarquer dans un seul fichier. Mais c'est possible. Donc c'est une aperçu, vous en verrez beaucoup plus lorsque je vais partager le support. Non, la surprise fun, si, c'est qu'il y aura une suite. Mais la suite, ça ne sera pas sur un meet-up, je vous rassure. Ça sera dans le magazine programmé. Il y a marqué prochainement. Dès que j'aurai fini d'écrire les articles, eh bien vous pourrez le découvrir et vous serez bien sûr au courant de la mise à disposition du magazine dans le prochain numéro qui sera prévu dans la roadmap du magazine. Je vous remercie pour l'écoute. Ça a été rapide, je sais qu'on n'a pas pu voir l'ensemble de toutes les choses, mais ça vous donne une idée de qu'est-ce que l'on peut faire avec juste un fichier à plat, arriver à faire de l'animation à travers un navigateur. Et ce que je ne vous ai pas montré, c'est que la présentation qui est au format HTML, on peut l'exporter en PDF. Parce que, comme vous le savez, les présentateurs aiment partager et où les personnes qui écoutent, comme vous actuellement, avoir un support pour s'appuyer sur le discours et le montrer à ses collègues, c'est toujours plus intéressant. Et donc, même que le format, c'est du format HTML, on peut l'exporter en PDF pour directement l'embarquer et le partager. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? En fait, remarquez ça, qu'au final, c'est un peu... Au final, c'est vraiment... Parce qu'au final, c'est un peu... Le prix du fichier MDX dans React, c'est ça. Que dans React, il y a des fichiers MDX, c'est du Markdown, on va dire, on peut mettre des variables dedans. Donc, c'est pour dire que est-ce que le fait d'avoir un Markdown manuel, c'est un peu dans le fait qu'ils sont inspirés, on va dire. Donc les auteurs de Reveal.js se sont inspirés des différents frameworks qui existent, aussi bien du Vue, du React que du Angular. Ils ont créé un framework dédié pour un but précis, les présentations. C'est inspiré de l'ensemble de toutes les normes en vigueur et il s'appuie sur Node.js. Donc Node.js propose des plugins très larges, mais pas tous les plugins. Tous les plugins ne seront pas compatibles parce que certains plugins, comme vous le savez, lorsqu'on a besoin d'installer une brique supplémentaire, il n'y a pas d'intérêt de l'embarquer dedans. Il y a quand même des plugins qui sont dédiés sur Reveal.js. Mais c'est une brique qui s'appuie sur l'écosystème déjà de l'ensemble de tous les frameworks que l'on connaît en niveau JavaScript. Difficile de dire quel est, parce que là quand on met un 3000, oui, ça rappelle de suite d'autres frameworks, mais le port reste succinct puisqu'on peut le changer avec un Node.js comme on veut. Donc le port est abstrait. On sait que là, pour le serveur, il faut un 3000, comme l'ensemble de beaucoup d'autres frameworks, mais ça s'inspire. Après, dire lequel s'inspirait plus que l'autre, aucune idée. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir vous donner envie de faire des présentations dynamiques au lieu d'avoir un fichier PDF à plat, statique. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Là, je vois bien pour par exemple faire un wiki. Du coup, et si on laissait la modification du MD à n'importe qui, est-ce que depuis le MD on peut exécuter des scripts ou est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que ça fait que du Markdown, que l'édition de contenu et... Alors le fichier, est-ce que au niveau sécurité, comment ça se comporte avec un fichier MD? On peut éditer que le fichier MD. Si on peut éditer que le fichier MD, est-ce... Alors le fichier MD, le fichier Markdown, c'est un fichier à plat. Donc lui, c'est du texte. Le fichier de base, ça reste que du texte. Quelqu'un qui modifie du contenu,
n'est pas dans la capacité de mettre du script exécutable dans le Markdown, parce que ce qu'on vient de voir avec le format HTML, lui, ce qu'il a besoin, c'est du contenu. Donc il va prendre le texte et il va le lire. Dans ce que j'ai pas montré, c'est que on peut inclure. Alors, je dois avoir. Donc ça, c'est mon fichier Markdown. Quelque chose avec du HTML. Voilà. J'ai du langage HTML que j'ai inclus dedans. Je pourrais mettre une fonctionnalité, injecter du code X divers ou qui appelle autre chose. Mais comme c'est une balise HTML, dans du Markdown, le Markdown ne peut pas être exécuté, il peut être que seulement lu. La balise HTML, donc là à l'écran ça s'est mal vu, mais ça s'affiche. C'est-à-dire que ça fait comme si c'était un commentaire visible. Donc quelqu'un qui mettrait une fonctionnalité malicieuse, on verrait la fonctionnalité à l'écran. C'est le seul point visible, mais elle ne pourra pas être exécutée. Du genre faire un appel de fichier include sur un serveur externe, on n'est pas capable. Okay. Ce n'est pas prévu. Le format Markdown, on reste toujours sur un langage à plat, du texte. Et là, c'est la partie HTML que je vous ai montrée correspond à... on va parser un fichier à côté. On parse et on ne l'exécute pas, on lit caractère par caractère, ligne par ligne, et qu'on affiche directement à l'écran. Si je peux compléter, c'est pas totalement sécurisé non plus. On affiche des images, donc il y a des appels réseau qui peuvent être faits aussi, on peut avoir plein de choses. C'est presque vrai que c'est parti, affiché, toujours il y aura des subtilités. On peut bien sûr, une personne qui a des mauvaises intentions peut... Pas de problème, mauvaise intention, il arrivera à faire des trucs. On peut insérer du code malicieux. Vraiment, parce que du coup on affiche les images remote, mais on peut aussi afficher n'importe quoi. Mais on peut faire aussi une attaque à travers le fichier CSS directement et récupérer les identifiants juste avec le fichier CSS. On peut aller très très loin, mais ce n'est pas le but de la présentation d'aujourd'hui. Et je vous remercie, j'ai déjà largement dépassé mon temps alloué. Et merci à tous, et puis je vous dis à bientôt, et pensez à surveiller les magazines programmés pour pouvoir